c'est des briques qui tombent là, avec les années. Les tuiles, pas les briques, mais les tuiles là, en terracotta qui tombent, là, du coup, qui se sont fait jeter à terre, là, il y a eu du vandalisme. Le bâtiment, il arrête là, puis ça, il y a les camions pour rentrer le tour intérieur. Puis le reste, là, ça, c'est l'entreposage en arrière, là, sur la tour, là, c'est pour monter les grains en haut, puis faire descendre le mat. C'est là que les chenilles avec les tasses là, pour faire monter le grain, c'était sur des straps, là, ça montait, puis ça marchait à journée longue comme ça. Essentiellement, c'était ça, là. Donc, Saint-Henri était un quartier ouvrier. Donc, les personnes qui travaillaient dans les usines qui étaient construites au long de la canal La Chine ou du canal La Chine sont installés autour des usines et le village de Saint-Henri a grandi avec ces personnes-là, ces travailleuses et ces travailleurs. Et il y a une culture d'entraide et de solidarité dans la communauté qu'on perçoit et on voit et on vit même aujourd'hui. Donc c'est une communauté qui est très forte et très solidaire. Mais dans les 15 dernières années, toutes ces usines-là ont été développées presque exclusivement en condominium. Donc, la gentrification du quartier est très intense et ça a commencé au long du canal, mais maintenant, c'est quelque chose qui affecte vraiment tout le quartier. Il y a un impact vraiment négatif sur le tissu social de notre communauté. Bon, ici, c'est la Canada Mounting, la première usine de la Canada Mounting à Saint-Henri. Je me suis intéressé au patrimoine, je me suis intéressé à l'histoire, je me suis intéressé à l'histoire des bâtiments, puis des quartiers, puis des usines là, du quartier, comment ça avait changé avec le temps. Puis ça fait que la Canada Mounting, ben, c'est une des dernières qui reste, là, qui n'a pas été transformée ni démolie. Ça fait que... Le comité patrimonial du collectif veut faire un musée. On aimerait ça faire un musée là, qui met en évidence, qui met en valeur le passé le passé historique industriel du quartier. La partie industrielle du quartier est pas mal, est de plus en plus effacée. Ça s'efface vite. Dans l'espace de 30-40 ans, les usines ont pas mal tout disparu, se font démolir. Ça fait que là, c'est devenu un quartier résidentiel, c'est gentrifié, il y a plus, ça perd sa trace, là. En tout cas, ça se développe une nouvelle identité. C'est le fun de mettre un effort pour préserver le plus qu'on peut de ce bâtiment-là, pour faire quelque chose avec qui pourrait servir à la communauté. Well, I mean, I've witnessed the gentrification and people being driven out of their homes. And for instance, where we live, there are 6 units, and 5 of them were people were forced to leave, or they were made to feel they had to leave. And Rebecca stayed, but now they were gentrified, and people living there pay almost twice as much as what we pay. Puis je pense que c'est ce genre de scénario qu'on voit de plus en plus. Et pour moi, ce qui est vraiment choquant pour moi, c'est de voir, tu sais, dans le quartier, je vois, il y a beaucoup de construction qui se fait, des immeubles qui se font racheter ou des immeubles qui étaient pas habités pendant un certain temps. Il y en avait un qui était mis à feu il y a 3 ans. Puis maintenant, quand ils rénovent, c'est toujours pour faire des appartements de luxe, tu vois.
c'est pas des grands appartements dans ma rue, là. Donc, quand on pense à la gentrification, on pense au logement. On pense que c'est un enjeu qui touche uniquement le logement ou la capacité des personnes à payer leur loyer. Mais en fait, c'est plus grand que ça. C'est un enjeu qui est plus large. Ce qu'on voit à Saint-Henri, c'est aussi la gentrification commerciale. Donc, toute la longue des artères commerciales, ce qui s'installe, c'est plus des restaurants de luxe ou des commerces de luxe. Et ce qu'on n'a pas dans le quartier, c'est des commerces essentiels comme un pharmacie dans l'ouest du quartier, un bureau de poste. Il n'y a pas de bureau de poste de tout à Saint-Henri. Et encore des ressources alimentaires, donc une épicerie abordable dans l'ouest du quartier, ça n'existe pas actuellement. Le moyen des loyers dans notre quartier est monté, depuis ce que j'habite ici, il est monté de 200, 300, 400, 500%. Ça n'a pas d'allure, c'est pas normal. C'est pas de taux de l'inflation, c'est de la pure et dure spéculation. Et c'est toujours sur le dos de gens qui sont dans le quartier depuis toujours. Je connais des gens qui habitent ici depuis toujours. Des vieilles personnes qui étaient... On leur a demandé de quitter leur logement là où ils habitent depuis 30 ans, 40 ans, là où leurs enfants étaient nés, ont grandi. Ça n'a pas de bon sens, juste pour que ces grosses boîtes commerciales de spéculation puissent faire plus de sous. Il n'y a pas aucune autre raison. Et c'est ça qui me... Pour moi, je vis la gentrification comme ça. C'est de plus en plus il y a de moins en moins de propriétaires, parce que c'est des propriétaires de plus en plus grands, qui s'en foutent de plus en plus. Voilà, c'est ça. Et puis, je pense que c'est la même chose, non seulement pour les locataires individus privés, là, mais les commerces. Je vois la même chose dans la rue Notre-Dame, c'est la même chose. Tout se fait racheter par des grosses boîtes. Les petits commerces doivent quitter. Et c'est vraiment dommage pour Du coup, c'est très dommage pour le quartier, puis pour les gens qui ont moins de moyens. Il y a un désert en termes de ressources d'hébergement et les hébergements, que ce soit les hébergements d'urgence ou les hébergements à plus long terme, répondent pas aux besoins de tout le monde non plus. Et ça, c'est important de le noter. Beaucoup de personnes perdent leur logement et l'accessibilité au logement qui est très difficile et qui ne s'améliore pas fait en sorte que une personne qui se retrouve sans logement, retrouver un autre logement qui rentre dans son budget, premièrement, parce que c'est ça la question, peut être très, très difficile. Et en fait, c'est ça qui se passe. Donc, la personne est une nouvelle personne en situation d'itinérance, n'a peut-être pas les réflexes qu'elle va développer plus tard, et je lui souhaite pas, si elle reste dans la rue longtemps. Et cette personne a besoin de soutien, mais ce soutien-là est très rare, en fait. Donc, il y a un lien entre l'augmentation de la visibilité des personnes en situation d'itinérance avec la crise du logement, qui est liée aussi avec la sécurité du revenu. Le fait de pouvoir subvenir à ses besoins en ayant un logement. Si tout le chèque ou le 3/4 du chèque passe dans ton loyer, comment tu fais pour vivre jusqu'à la fin du mois? Et les gens à qui j'ai parlé ne vivent pas dans un conte de fées, ils savent que la situation ne va pas changer d'ici demain. Alors, c'est aussi une compréhension, je dirais, de la ville ou je ne sais pas quelles instances par rapport à quand ils occupent un lieu. Soit qu'il y ait des terrains mis en place pour accepter ces personnes-là qui n'ont nulle part où aller, mais qu'on dit de se tasser sans savoir où les diriger ensuite. Et de comprendre aussi que ce n'est pas toutes les personnes en situation d'itinérance qui ont soit des problèmes de santé. Oui, il y en a, mais pas tous. En fait, c'est proportionnel à ce qui se passe dans la société en général. Oui, il y aura des personnes avec des problèmes de santé mentale, ce n'est pas tout le monde. Oui, il y aura des personnes avec des problèmes de consommation. S'ils voient comme un problème, ce n'est pas tout le monde non plus. Et souvent, cette stigmatisation se généralise à toute la population en situation d'itinérance. Donc, je dirais que c'est pas mal ça, les besoins. C'est vraiment, comme tout le monde, avoir droit à un endroit où ils peuvent vivre, que ce soit un logement accessible, avec
une certaine sécurité du revenu pour répondre à leurs besoins. Et je peux même juste aller à dire leurs besoins fondamentaux, donc de se loger, de se vêtir, de manger. Je me suis pris un fromage. Il y a plein. C'est le fun, il y a plein de bagels. De bagels, regarde. Puis ici aussi, c'est magnifique, là. Regarde. Moi, je me suis pris un petit fromage. J'avais le goût de me gâter. Et puis, c'est vraiment génial. Je sais pas si je peux me prendre un repas tout préparé. Je vais checker qu'est-ce que c'est avant. C'est un ensemble de taux de gaspillage. Poulet curry sur couscous. C'est du luxe, là. C'est pas de la cochonnerie qu'il y a là-dedans. Je trouve ça extraordinaire. Je trouve que le Saint-Henri, je sais pas, il y a comme une espèce de mouvement qui fait que il y a des gens qui ont peut-être dit on en a assez. Parce qu'évidemment qu'on est beaucoup marqué par la gentrification. Et puis, tu sais, on dit les pauvres, ils n'ont rien à manger. Mais quand tu mets 1900 $ par mois sur un 4,5, même si tu fais des bons salaires, il ne doit pas te rester grand-chose à mettre pour mettre dans le frigidaire, là. Oh mon Dieu, oui. Hey, regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est beau. C'est assez incroyable. Oh, franchement, je te jure, Saint-Henri est en train de se déniaiser. Mais Saint-Henri, ça reste un quartier qui est très fort. Et l'histoire de la mobilisation ouvrière, la mobilisation populaire, la mobilisation communautaire, mais c'est encore très d'actualité dans le quartier. Et alors, ce qu'on voit, c'est face à la gentrification, la communauté se mobilise et on développe plusieurs projets, plusieurs nouveaux ressources pour répondre aux besoins qui ne peuvent pas être répondus par le marché privé, par les promoteurs immobiliers, par les gens qui veulent faire du profit sur le dos de la communauté. Donc, on a vu émerger le collectif Annule la Montagne, qui a développé un projet très complet pour le site de la Montagne, un projet très viable. Et on voit aussi d'autres ressources communautaires qui se naîtrent dans le quartier. Une épicerie communautaire, donc l'épicentre, et aussi d'autres projets en itinérance, d'autres projets qui touchent des jeunes. La communauté reste extrêmement mobilisée, extrêmement forte. Et c'est quelque chose que, si on ne connaît pas Saint-Henri, on peut penser, mais c'est ouvert au développement privé. Il n'y a pas une communauté qui va résister à ça. Mais sur le terrain, on voit que ce n'est pas du tout le cas. On résiste à la gentrification, on résiste à le profit qui veut être fait sur le dos de la communauté. On va dire, oh oui. J'habite dans le sud-ouest depuis 1994 et j'ai participé au lancement du projet Annule la Montagne qui, selon moi, pour peu qu'il se concrétise, va devenir la chose la plus intéressante, la plus attrayante et, pour employer un mot en latin, la plus haute qu'il n'y a pas sur Terre. Parce que c'est un projet d'habitation, d'agriculture urbaine. En fait, sur la Malting, le site, là, il va y avoir des logements communautaires. Il va y avoir une petite fermette avec des poules, des lapins, alouettes. Il va y avoir une bibliothèque, une petite salle de spectacle, un truc communautaire pour faire des réunions, toutes sortes de choses, des réparations de vélos. Il va y avoir aussi une salle où on va pouvoir faire du télétravail, des partages, tu sais, des start-up, des choses comme ça. Il va y avoir une épicerie, évidemment. L'épicentre va déménager là. Qu'est-ce que vous pensez? Il va y avoir sûrement du dépannage alimentaire. Il va y avoir de l'agriculture urbaine, probablement biologique. Ça va être un projet
quand on dit 100% communautaire, c'est que tout le monde s'implique, c'est presque de l'autarcie. Puis là, on a parti un projet qui s'appelle une épicerie. En fait, c'est une épicerie communautaire. Ça s'appelle l'Épicentre. En fait, pour être plus précis, c'est qu'on a transformé le sous-sol de l'église Saint-Zotique en mini-marché Jean Talon. Bon, en fait, l'idée d'Épicentre Saint-Henri, c'est une idée qui a été travaillée pendant plusieurs années par les résidents de Saint-Henri, ça vient d'eux, et ça a été porté ensuite grâce à une communication entre les résidents et les organismes communautaires et la Ville de Montréal pour créer un nouvel organisme communautaire pour répondre aux déserts alimentaires dans le sud-ouest de Saint-Henri. Bon, je vais te présenter un peu la banque alimentaire. Donc ici, on a tout notre canage. Donc, on offre à peu près 2-3 canages par panier alimentaire. Donc ça, c'est notre canage. Ensuite, on peut continuer ici. C'est tout ce qui est haricots, tout ce qui est sauce tomate aussi. Donc ici, c'est les zones de production. On a une table ici, ainsi qu'une table ici. C'est l'endroit où les bénévoles vont pouvoir prendre la nourriture pour les trier, donc faire en sorte que tout ce qui est pourri parte, etc. Et qu'on puisse avoir les produits qu'on va donner les meilleurs possibles. Voilà. Donc ici, après, on a plusieurs tiroirs. Donc c'est tout ce qui est collation de fruits, les desserts. On a aussi nos chips et en plus ici, on a tout ce qui est pour bébé, on a des couches. Oh, mais c'est extraordinaire! La nourriture pour enfants. C'est pour la banque alimentaire, mais quand ça va changer, ça va devenir vraiment une épicerie. Alors on va avoir, faut imaginer tout ce qui va être utilisé, les étagères, etc. qui vont venir, ainsi que la future chambre froide qui est d'ailleurs derrière. Je la vois, là, la chambre froide, elle va être belle, elle va être grande. Voilà. Hey, plus ça va, plus ça se déniaise dans le sud-ouest. Je trouve ça tellement le fun, là. C'est que ça rassure. C'est plein de ressources qui apparaissent. Ça va vraiment être merveilleux. Ah, tout le monde va vouloir venir rester ici parce qu'ils vont dire c'est la place. Quand on présente le projet que le collectif À Nous le Malting a créé, on perçoit la force de la communauté. On perçoit que Saint-Henri reste un quartier qui est capable de faire face à la gentrification et qui est capable de résister aux intérêts des promoteurs immobiliers privés qui veulent que faire du profit pour eux-mêmes. La communauté est capable de faire mieux. On est capable de faire des miracles. On a un projet qui est faisable, qui est viable, qui peut se construire sur le site. Et je crois vraiment très profondément qu'à Saint-Henri, un projet comme ça, on va le faire, on va réussir, ça va se faire sur le site. Couvrant une superficie de 12 300 mètres carrés, le site de la Canada Malting offre une opportunité unique de développer un projet cohérent, inclusif et novateur qui fait un contre-pied aux impacts négatifs de la gentrification et qui améliore les conditions de vie des gens de Saint-Henri. La construction de plus de 200 unités de logements sociaux et coopératifs est au cœur de ce projet. Donc, il y aura des logements pour les familles, les personnes seules, les aînés, les personnes qui vivent avec un handicap, sans oublier des logements transitoires pour les personnes qui vivent une situation précaire. On prévoit construire sur les toits des espaces collectifs où les résidents de nos immeubles pourront se rencontrer pour cuisiner et jardiner ensemble. Un stationnement souterrain est aussi prévu. Un système de production axé sur l'hydroponie intensive sera mis en place pour produire des fruits et légumes frais, vendus à prix abordable. Tout cela dans le but d'accroître l'autonomie alimentaire des gens du quartier.
Une serre de 40 par 140 pieds sera construite sur le dessus des silos en béton. Elle sera alimentée par la chaleur générée par les serveurs d'un centre de données hébergé à l'intérieur des silos. D'autres silos vont recueillir les cuves à poissons nécessaires à la mise en fonction de l'aquaponie. Enfin, les projets d'agriculture urbaine comprenant une fermette, des jardins collectifs, des élevages de poules et d'abeilles viendront compléter ce système de production alimentaire locale et circulaire. Le patrimoine est un enjeu central de la reconversion du site. En plus de la préservation des silos en terracotta et de certaines parties du bâti encore en bon état, le projet inclura un musée qui mettra en valeur l'histoire industrielle de la Canada Malting ainsi que d'autres usines du quartier. D'autres projets viendront se greffer à la Malting en écho à divers besoins en matière d'économie, d'emploi, de loisirs et de services de proximité, afin de créer un milieu de vie qui répond aux attentes des résidents du projet et ceux du quartier. Il y aura un centre de la petite enfance, une pharmacie, un bureau de poste, un café coopératif, un atelier de réparation pour les vélos, un centre de données dans les silos en béton qui servira aussi à chauffer les bâtiments et à générer des revenus. Et enfin, un aménagement extérieur où les gens pourront se détendre et s'amuser.